Le texte de Françoise s'appelle 3D. Debout dans la salle de bain, Charlotte s'appuya au lavabo et ferma les yeux. Elle inspira profondément et vida très lentement ses poumons, tout en cherchant à détendre son visage et sa nuque. Elle renouvela 2 fois cet exercice, ainsi qu'elle avait appris à le faire en préparation à l'accouchement, et se surprit à penser, premièrement, de la patience, deuxièmement, de la patience, troisièmement, de la patience. Au cours du dernier cours de préparation, une femme avait évoqué son premier accouchement, et la sage-femme avait parlé de ces 3 qualités de l'accoucheur, édictées par un des plus fameux pères de l'obstétrique. Charlotte ne savait pas encore si elle pourrait compter pour son accouchement sur quelqu'un capable d'obéir à ce précepte, mais elle trouvait que la grossesse, déjà, mettait la sienne à rude épreuve et qu'elle aurait besoin, ce soir, de toutes ses ressources en la matière. En attendant Antoine, elle finissait de s'apprêter en vue du dîner chez ses parents. Un coup d'œil dans le miroir, pas brillant, un rien d'anticerne sous les yeux, un voile de blush sur les pommettes, misérables trompe-couillons avec lesquels elle ne pouvait escompter bluffer sa mère, et pour cause. Elle avait mal dormi la nuit dernière, perturbée par sa consultation chez son gynécologue hier après-midi. Elle était à 6 mois et demi de grossesse, 30 semaines d'aménorrhée, disait le gynéco. Mais Charlotte préférait compter en mois. 9 mois, passe encore, mais qui pouvait espérer venir à bout de 41 semaines ? Seules les 2 premières semaines avaient passé vite, puisque si Charlotte avait bien tout compris, la fécondation l'avait fait entrer d'emblée dans la 3e semaine. Elle avait parfois, quand elle pensait à l'espèce de virtualité de ces 2 premières semaines, des bouffées de nostalgie inavouables. Mais là n'était pas la question. Le gynéco avait froncé les sourcils en l'examinant. Son col était court. Mais il l'était déjà il y a 1 mois, et elle était en arrêt de travail depuis ce moment. Alors quoi ? Votre col est un peu mou. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire ces temps-ci ? Non, répondit Charlotte, qui avait rosi en pensant aux 3 contractions utérines qu'elle avait senties la veille en descendant de l'escabeau où elle avait grimpé pour accrocher les rideaux de la chambre du bébé. Le gynéco avait dû s'apercevoir de son trouble. Son ton s'était durci. « Vous êtes bien sûr ?»« Absolument sûr, avait répondu Charlotte d'un ton ferme. Le gynéco avait retrouvé son sourire et son affabilité coutumière. « De toute façon, il est bien fermé. C'est pas trop grave, mais faites attention tout de même, je ne voudrais pas que vous me fassiez un prématuré. » Que le docteur se rassure, Charlotte n'avait aucune intention de lui faire ça. Une fois rhabillée, elle s'était assise devant le bureau où il venait, pianotant sur son clavier, de rentrer les données de sa consultation. L'imprimante commençait à cracher les ordonnances. Prise de sang, analyse d'urine, comprimé de fer, vénotonique. Tout en rédigeant la prolongation d'arrêt de travail, il avait repris. « En sortant, prenez rendez-vous pour votre consultation d'anesthésie dans 1 mois environ. Vous savez que je préconise le déclenchement sous péridurale. » Charlotte était tombée des nues. Coralie, son amie Coralie, qui lui avait recommandé ce gynéco, ne lui avait pas parlé de ça. Charlotte savait que l'accouchement de Coralie avait été déclenché, mais n'avait jamais pensé à demander pourquoi. Ainsi donc, il s'agissait de préconisation. C'est beaucoup plus confortable pour vous d'être sûr de vous mettre en travail après une bonne nuit de sommeil, avait poursuivi le gynéco, qui avait retrouvé toute sa bonne humeur. Et pour votre mari, de pouvoir organiser son travail, et pour l'anesthésiste, pour votre péridurale, et puis l'obstétricien et le pédiatre seront là si besoin. Si vous voulez, on peut même fixer la date tout de suite, 38 semaines et demie. Charlotte, qui n'avait même pas encore vraiment envisagé son accouchement, ni surtout un tel déploiement de force, avait demandé d'une toute petite voix si on pouvait attendre un petit peu pour fixer la date. Elle n'avait pas dormi de la nuit, avait tergiversé toute la matinée avant d'oser appeler la sage-femme de préparation à l'accouchement, à qui elle avait parlé de ses angoisses au sujet de son col. La sage-femme était ennuyée. C'était pas si facile de se faire une opinion sur la gravité de la situation sans examen, mais comme elle n'était pas hospitalisée sous perfusion et n'avait même pas de traitement péros,
on pouvait penser que c'était pas trop grave, qu'elle surveille un peu ses contractions et n'hésite pas à consulter si elle en ressentait plus que d'habitude, mais ne s'arrête pas de vivre pour autant. Elle avait dû entendre une hésitation dans la voix de Charlotte parce qu'elle avait demandé « Il y a autre chose qui vous tracasse ?» Et Charlotte avait parlé de la programmation du déclenchement préconisée par le gynéco. L'éclat de rire de la sage-femme l'avait rassurée d'un coup, avant même qu'elle ne lui réponde. Effectivement, elle avait le temps d'y réfléchir et d'en rediscuter avec lui. Mais s'il envisageait hier de programmer son accouchement à 8 mois et demi, on pouvait être sûr que le risque d'accouchement prématuré était absolument minime. Charlotte pouvait dormir sur ses 2 oreilles. Mais alors, pourquoi m'en a-t-il parlé ? Avait demandé Charlotte, furieuse d'avoir passé la nuit à ruminer. Il vous en a parlé parce qu'il l'a constaté, avait répondu la sage-femme avant de conclure « À bientôt au prochain cours ». Charlotte avait fait une bonne sieste et se sentait prête à affronter le dîner de ce soir. Isabelle, pas dupe, comme prévu, tout en embrassant sa fille, lui murmura « Je vois que tu as hissé les couleurs. Tout va bien ?» Charlotte la rassura d'un « ça va », assorti d'un regard serein et d'un grand sourire. Si peu assurée qu'elle fût elle-même, il lui fallait, pour son salut, rassurer tout le monde. Elle en avait fait la cruelle expérience dans les débuts inexpérimentés de sa grossesse. Les explosions d'inquiétude de son entourage potentialisaient sa propre angoisse et la jetaient dans la panique. Elle tentait depuis lors de s'abriter derrière une ligne de défense dont elle connaissait la précarité et qu'elle appelait dans sa tête « ma ligne Maginot ». Elle tranquillisa facilement, comme un charme, son père et son grand-père qui ne demandaient que cela. Mamie eut un petit sourire et un clin d'œil. Elle accusa le coup en voyant Camille débouler de sa chambre et sut pourquoi elle l'avait oubliée. Camille, sa jeune sœur, étudiante infirmière enthousiaste, était actuellement en stage en maternité, où, stimulée par l'arrivée prochaine de son premier neveu ou nièce, elle absorbait comme une éponge ce qu'elle voyait et entendait pour le restituer à sa sœur avec délectation. Charlotte le sentait, Camille était de taille à faire vaciller ses fortifications. De la patience, de la patience, de la patience. Elle rajusta son sourire. Quand elle se surprit à mâcher son potage, Charlotte réalisa qu'elle avait laissé ses pensées dériver. Elle avala et reprit pied dans la conversation. Il était temps. Déjà, Antoine ouvrait la bouche pour répondre à cette question de tradition récente mais tenace. Alors, garçon ou fille ? Je parie que vous le savez. Avec l'échographie, maintenant, tout le monde le sait. Un discret coup de pied sous la table, plus un regard de mise en garde, et Antoine répondit « On préfère attendre la naissance », sans préciser si c'était pour le savoir ou pour le dire. Charlotte apprécia son habileté et sa retenue et le remercia d'un clin d'œil. Elle gardait un souvenir très mitigé de l'échographie morphologique. Le gynéco avait posé la sonde sur son ventre, effectué quelques réglages et grimacé en lâchant un peu sèchement « Votre paroi est bien épaisse, ça va pas être facile ». Charlotte avait bien senti qu'il aurait préféré qu'elle ne fût pas là. Charlotte avait bien senti qu'il aurait préféré qu'elle ne fût pas là. Les larmes lui étaient montées aux yeux, qu'elle avait ravalé un sanglot. Le gynéco et Antoine, les yeux rivés sur l'écran, ne s'étaient heureusement pas aperçus de ce moment de faiblesse. À cet instant, le bébé s'était retourné, avait présenté son dos à la sonde et avait conservé cette position jusqu'à ce que le gynéco déclare qu'il ne pouvait pas voir grand-chose et qu'il faudrait refaire l'examen dans 1 semaine. Ma petite fille, ma petite chérie, merci, avait pensé Charlotte toute ragaillardie, sûre tout à coup que ce bébé qui prenait si évidemment son parti ne saurait être qu'une fille, digne de prendre sa place dans une lignée de femmes de caractère. 1 semaine plus tard, le bébé, dûment sermonné par sa mère, qui aimait à se croire déjà obéi,
s'était prêté à l'examen. Le gynéco avait pu voir ce qu'il cherchait, tandis que Charlotte savait déjà ce qu'elle voulait savoir. Puis il avait demandé « Voulez-vous savoir ce que c'est ?» « Vous le voyez ?» avait répondu Antoine. Et le gynéco, prenant sa question pour un acquiescement, avait dit « C'est une fille », avant même que Charlotte et Antoine se soient demandé s'ils voulaient le savoir. Le gynéco s'éternisait. Dans l'ensemble, tout allait bien, dans les limites de ce qu'on pouvait voir à travers cette paroi, tout de même un peu épaisse. Charlotte avait pensé à cette émission de télé, où elle avait entendu un obstétricien expliquer que depuis l'extension de l'échographie, il se sentait fœtologue. Et nous alors, avait pensé Charlotte, solidaire de toutes ces femmes enceintes qui confiaient leur ventre à des obstétriciens, n'ayant qu'un souhait, les rendre transparentes. Il avait ajouté, attendri, que le fœtus était son petit patient. Et Charlotte, très énervée, avait serré les mains sur son ventre, dans un très primaire réflexe de défense. Mais mon bébé n'est pas un malade. Elle revint à la conversation pour entendre Camille, surexcitée, attaquer le récit de ses aventures en salle d'accouchement. Elle expliquait comment cette femme, sous péridurale pourtant, transpirant comme une malade, poussait avec une espèce de cri qui venait du fond de la gorge, un long jet d'urine avait jailli et la sage-femme lui avait expliqué que parfois la tête du bébé était trop basse pour pouvoir complètement vider la vessie avant l'accouchement. La tête du bébé descendait dans le bassin en appuyant sur le rectum. Quand la femme poussait, elle avait émis des selles. Des selles ? Demanda Antoine. De la merde, quoi, répondit Camille. La sage-femme avait coupé le périnée. Coupé avec quoi ? Demanda Antoine. Avec des ciseaux, répondit Camille. Et du sang avait pulsé jusque sur le bras de la sage-femme. La tête du bébé s'était dégagée et un flot de liquide amniotique juste après. Puis le corps du bébé était sorti et encore plein de liquide avec du sang. Tout le monde pataugeait. Camille avait compris pourquoi la sage-femme portait des bottes en tissu et un tablier de plastique. La sage-femme avait posé le bébé tout gluant sur le ventre de sa mère, qui pleurait, ainsi que le père. C'était super émouvant. Papa, qui sentait l'agitation de sa femme et de sa belle-mère, intervint. « Camille, on est à table. » Mais le trouble d'Isabelle et Marie-Claire ne s'apaisait pas. Et papa s'aperçut alors qu'Antoine posait sur elle un regard de profond dégoût, propre à émouvoir ces deux anciennes parturiantes. Qui aurait pensé qu'Antoine pût avoir une telle imagination ? Charlotte prit sa serviette pour cacher un sourire. Elle connaissait son Antoine. Dès le début de la grossesse, il avait dit que bien sûr il serait à ses côtés pour l'accouchement, mais il n'avait pas encore envisagé en pratique ce que sa présence supposait. Et Camille venait de le propulser devant un spectacle auquel rien n'avait préparé, ce jeune homme bien élevé et propre sur lui. Charlotte espérait bien accoucher normalement et s'en pensait capable. Quand, en cours de préparation, plusieurs femmes s'étaient plaintes d'entendre des récits d'accouchement dramatiques, elle avait réalisé que ce n'était pas le genre de la famille. Sa mère et sa grand-mère avaient accouché normalement. Et même s'il y avait eu parfois quelques soucis, tout s'était toujours bien terminé. Il fallait remonter à son arrière-grand-mère, Louise, la mère de Marie-Claire, pour trouver quelques péripéties plus marquantes. Louise et Jules habitaient dans une ferme isolée. Et quand elle avait senti le moment venu, elle avait envoyé son mari chercher le jeune médecin accoucheur, comme on disait à l'époque, qui officiait dans la région. À son arrivée, le médecin avait constaté qu'elle était en début de travail. Tenant compte du temps qu'il avait mis pour atteindre la ferme, il décida d'attendre sur place et Jules partit reprendre son travail interrompu. Quand il était rentré chez lui, à côté de Louise, qui se tenait le ventre en retenant ses Quand il était rentré chez lui, la nuit déjà bien tombée, il avait trouvé le médecin endormi sur le lit, à côté de Louise,
qui se tenait le ventre en retenant ses gémissements pour ne pas le réveiller. En voilà un qui savait ce qu'était la patience, songeait Charlotte. Le travail avait été long, le bébé s'engageait mal et Marie-Claire était née par forceps sur la table de la grande salle de la ferme. Depuis 80 ans, si les femmes qui transmettaient cette histoire n'omettaient jamais le forceps final, c'était cependant le récit de Jules, ahuri, découvrant sur son lit la parturiente et le médecin endormi, qui prévalait. Marie-Claire se portait bien, Louise avait ensuite toujours accouché rapidement et sans problème, on pouvait se permettre d'en rire. Quand la sage-femme, pour assurer une femme particulièrement inquiète de sa propre capacité à accoucher, disait « Vous rendez-vous compte du nombre de femmes qui ont réussi à accoucher pour que vous soyez ici aujourd'hui ? On a maintenant un peu plus d'outils pour surveiller que tout se passe bien. Mais c'est toujours par vous que ça passe, et grâce à vous que ça se passe. » Charlotte puisait sa confiance dans une ascendance maternelle de bonne nature. Antoine, un rien de panique dans la voix, s'enquit auprès de Camille. « Une césarienne, ça doit être encore pire avec le sang qui gicle. »« Tu rigoles, la César, c'est bonnard !» rétorqua Camille, qui résolut d'argumenter. La tête du bébé qui n'appuie pas sur le rectum, la sonde urinaire en place, et voilà de nuisances olfactives heureusement évitées. Dès qu'on ouvre le ventre, grimace d'Antoine, on aspire le sang et le liquide amniotique avec un tuyau et tout part dans un bocal. Quand le bébé sort, on l'essuie bien avant de le montrer à ses parents. Le père est là aussi ? Question inquiète d'Antoine. Non, vraiment, la César, c'est nickel. Camille n'avait pas vu une goutte de sang par terre. Antoine reprenait espoir. L'urine dans le sac à urine, le sang et le liquide amniotique dans le bocal. Charlotte imaginait bien le confort de ses humeurs de femme en gésine canalisée. Camille voyait manifestement dans ce propre et net confirmation du bien fondé de son espoir, depuis son appendicectomie, d'être infirmière en chirurgie. Charlotte ne lui en voulait pas. Elle-même ne savait pas, avant d'être enceinte, qu'elle souhaitait accoucher par voix basse. Papy, un peu dur de la feuille, qui n'avait pas tout compris, perçut cependant la pause qui suivit la péroraison de Camille et décida de se lancer. « Est-ce qu'on surveille toujours la tension et l'albumine et l'œdème aussi ?» Charlotte confirma. Papy, constatant la surprise de toute la famille, poussa son avantage. Il y avait une chose qu'on craignait énormément dans le temps, c'était l'éclampsie. Est-ce que ça existe toujours ? Ni Charlotte ni Camille n'en avaient entendu parler, mais chacune se promit de se renseigner de son côté. « Mais comment tu sais ça ?» Papy tenait la vedette. Quand Marie-Claire avait accouché il y a 60 ans, la sage-femme qui devait venir à la maison pour l'accouchement avait vu Marie-Claire quelques fois pendant la grossesse et leur avait expliqué ce qu'elle surveillait pour repérer les prémices de ce qu'elle redoutait, l'éclampsie. « C'est comme des convulsions, dit Papy. Mais t'étais là, toi ?» Bien sûr qu'il était là, Papy. Il avait assisté à tous les accouchements de Marie-Claire. La sage-femme qui venait seule pour l'accouchement exigeait de pouvoir compter sur quelqu'un en cas de besoin. Papy était donc là, autant pour accompagner Marie-Claire que pour seconder la sage-femme. Charlotte songeait à l'évolution de l'accouchement. Elle-même était née à l'hôpital et quand sa mère parlait des sages-femmes qui étaient là pour chacun de ses accouchements, Charlotte les imaginait différentes de caractère, mais assez semblables dans leur façon de faire professionnelle. À la sage-femme qui était venue à 4 reprises accoucher Marie-Claire à domicile, semblables, dans leur façon de faire professionnelle, à la sage-femme qui était venue à 4 reprises accoucher Marie-Claire à domicile, ou à celle dont Camille venait de décrire le travail en salle d'accouchement, ou encore à celle qui s'occupait de sa préparation à l'accouchement. Elle leur trouvait une culture commune à celle de l'accoucheur de Louise. De la patience, de la patience, de la patience.
Il faut attendre que le travail se fasse. Mais même si elle savait que son gynéco faisait à l'occasion des accouchements, elle l'imaginait beaucoup plus à l'aise en salle d'opération, les pieds au sec et le nez protégé, travaillant sur le corps d'une femme anesthésiée plutôt que pataugeant en salle d'accouchement devant une femme en sueur s'exprimant avec vigueur. Elle regrettait qu'il eût perdu cette humilité de l'accoucheur de Louise. Sans doute était-ce dû à ses outils. Elle avait pensé armes, mais c'était reprise. Ces outils technologiques qui prétendaient lui assurer la maîtrise de l'heureux événement. Pour les pères aussi, la situation avait évolué. Papy, à domicile, avait été promu auxiliaire médical, tandis que papa avait été exclu de la salle d'accouchement de l'hôpital. À Antoine, qui comptait l'accompagner, on ne demanderait rien d'autre que de lui tenir la main et de ne pas déranger surtout. Elle espérait qu'il ne s'en tiendrait pas à un rôle de spectateur. Camille, justement, en était à la présence du père. Et comparant salle d'accouchement et bloc opératoire, elle en tenait, ce qui n'étonna personne, pour la césarienne. Et d'ailleurs, conclut-elle, il y en a de plus en plus de Césars. Et aux États-Unis, ils en font déjà 2 fois plus que nous. Charlotte fit la grimace. C'était bien à Antoine qu'il fallait dire une chose pareille. S'il le fallait, il passerait la nuit sur Internet, mais il trouverait le taux de césarienne de la Silicon Valley. Charlotte se souviendrait de ce dîner. 1 mois plus tard, elle retrouvait son gynéco pour sa visite du 8e mois. Il tiqua en l'examinant et Charlotte sourit. Elle commençait à le connaître. Les occasions de tiquer étaient toujours là, mais s'étaient déplacées. Il n'était plus question d'accouchement prématuré, mais le bébé restait haut. Et il n'était pas sûr du tout que le bassin de Charlotte fût normal et permit l'accouchement par voie basse. Charlotte chercha à le tranquilliser en précisant que sa mère et sa grand-mère avaient toujours bien accouché. Seule mon arrière-grand-mère a eu un forceps pour son premier accouchement. « Nous n'en sommes plus là », répondit sèchement le gynéco. Et Charlotte se félicita d'avoir omis la table de la cuisine et l'accoucheur dormant à côté de Louise. « Nous ne prendrons pas de risque. Vous allez passer un scanner du bassin et s'il n'est pas normal, je vous programmerai une césarienne. » Heureusement que ses copines du cours de préparation, qui avaient déjà accouché, avaient parlé de gros bébés qui avaient fondu juste avant leur naissance ou de trop petits qui avaient beaucoup grossi la dernière semaine et de bassins qui s'étaient révélés bien plus capables qu'on ne le prévoyait. Charlotte alla passer son scanner l'esprit tranquille. « Votre bassin est normal, c'est pas extraordinaire, mais enfin c'est normal », consentit le gynéco. Et Charlotte se demanda s'il ne le regrettait pas. Antoine l'accompagna pour sa visite du 9e mois. Le gynéco la salua et ajouta « Je suis content que vous ayez pu venir, je craignais de ne plus vous revoir. » Charlotte, étonnée, elle avait rendez-vous, le regarda et s'aperçut qu'il s'adressait à Antoine, tout émoustillé. Elle était à 37 semaines, 8 mois, pensa Charlotte. Tout allait bien, il avait décidé de la laisser accoucher normalement et avait consenti à renoncer au déclenchement. Il expédia la consultation avant d'en venir à ce qui lui tenait à cœur. « Je sais que vous vous intéressez à l'informatique, dit-il à Antoine. J'ai quelque chose à vous proposer. » Un laboratoire avait conçu, à titre expérimental pour le moment, un logiciel de simulation d'accouchement. Avec le scanner du bassin, on obtenait des mesures précises. Avec l'échographie 3D, 3D, DES, dit Charlotte, qui, dans la date et l'heure de naissance de sa fille, voyait aux aléas et se demandait si le 3e était l'état de santé du bébé. 3 dimensions, chérie, précisa Antoine d'un ton style « Ne te mêle pas de la conversation des grandes personnes ». Avec l'écho 3D, donc, on obtenait tous les éléments sur le fœtus. Mensuration, position dans le bassin, flexion de la tête, etc. On rentrait toutes ces données, puis quelques précisions sur la tonicité et l'épaisseur des tissus musculaires, et l'on obtenait le simulateur d'accouchement. Il suffisait ensuite de faire le travail, c'est-à-dire de trouver le bon rythme et la bonne intensité de contraction utérine pour faire progresser le fœtus dans les voies génitales, et c'était le but du jeu. Est-ce que ça vous intéresse de l'expérimenter ?
Antoine était enthousiaste, bien entendu. Charlotte se soumit à une nouvelle écho 3D, particulièrement détaillée, bien que l'épaisseur de sa paroi ne se soit pas améliorée ces 2 derniers mois. Les 2 hommes parvinrent, après tâtonnement, à rentrer les données, et Antoine repartit avec son logiciel. Le samedi suivant, Charlotte s'attarda à la piscine et ne revint qu'en fin d'après-midi pour trouver Antoine blême et en sueur. « Charlotte, c'est pas possible. J'ai recommencé 7 fois l'accouchement et à chaque fois, il s'est payé le pilier de gauche. » Charlotte éclata de rire. Elle était en pleine forme. 7 accouchements en 3 heures, elle comprenait la fatigue d'Antoine. « Il n'y a pas de quoi rire, toi qui redoutes de rentrer en voiture au garage. Tu n'y arriveras jamais. Il faut revoir le gynéco et lui réclamer une césarienne. » Charlotte, euphorique, peut-être avait-elle abusé des exercices d'apnée, imaginait bien Antoine pilotant son fœtus virtuel avec une mâle assurance. Elle pensa à l'article d'une sage-femme qu'elle avait lu récemment. « Accoucher », écrivait-elle, au sens de « être un accoucheur ou une accoucheuse », c'est permettre que ça s'exprime dans tous les sens du terme. C'est garantir l'espace et le temps. La situation était préoccupante. Charlotte tenait à accoucher à l'ancienne, mais savait qu'Antoine, tourné vers le futur, hurlerait à l'archaïsme. Même si je pissais autour de la table d'accouchement, je ne parviendrais pas à faire respecter mon territoire par ces odorats dégénérés. Charlotte sourit. Il lui venait une idée. Patience, patience, patience. Relevait d'une culture étrangère à Antoine, mais la notion d'espace-temps devrait lui être accessible. Il lui restait 15 jours pour faire comprendre à Antoine que les femmes, depuis toujours, accouchent dans la 4e dimension. Françoise Bourdet. Alors elle précise, cette fiction a été construite à partir de témoignages et réflexions de femmes enceintes et accouchées, de gynéco-obstétriciens et sages-femmes de différentes générations et pratiques. Seul le logiciel de simulation de l'accouchement est pour demain, à moins que l'utérus artificiel ne le précède, si l'on n'y prend pas garde.